Ce n'est donc pas tant la taille du cerveau humain, mais la manière dont il est organisé qui nous a doté de nouveaux talents très puissants. Selon Richard Van Ham, un de ses talents est le savoir-faire pour mener une vie sociale complexe. Ici, en Afrique de l'Est, les chimpanzés nous montrent comment nous nous comportions peut-être avec les autres avant le Big Bang de l'esprit. L'ascension sociale est ce qui constitue vraiment le monde d'un mâle. Mais cela ne fonctionne pas seulement à sens unique. Ils sont très sensibles aux interactions entre les autres. S'ils ont un ami qu'ils tiennent à impressionner, ils vont peut-être attaquer l'ennemi de leur ami. Et l'ennemi de leur ami va peut-être faire la toilette d'un de ses amis. Ils vont donc pouvoir détecter les relations entre d'autres chimpanzés et les manipuler à leur avantage. Mais nous partageons avec les chimpanzés la capacité à être très subtils dans la manière dont nous saisissons le sens d'une interaction que nous voyons, en termes de menaces pour notre propre position sociale. Chez l'homme, si vous dites un mot au père d'un adolescent insupportable, soudain, vous contrôlez son comportement. Il n'y a rien de cela chez les chimpanzés. Il leur faut recourir à la force physique ou à la menace de la force physique. Mais après environ 6 millions d'années d'évolution séparée, les hommes ont acquis un avantage social considérable. Il est tellement plus subtil et satisfaisant que le Conseil des Anciens se réunissent autour du feu et disent « Joey se comporte vraiment très mal, il faut que nous fassions quelque chose. » Cela, les chimpanzés en sont incapables. Il y a bien d'autres choses que les chimpanzés sont incapables de faire. À l'université de St Andrews, en Écosse, Andrew Whiten étudie les différences entre l'esprit du chimpanzé et celui de l'homme. Avec des outils inattendus, Whiten et plusieurs chercheurs ont identifié un autre avantage essentiel qui est peut-être l'une des clés des réussites stupéfiantes de l'esprit humain: déchiffrer la pensée de l'autre. Cet enfant de 3 ans sera-t-elle capable de voir les choses à partir du point de vue d'une autre personne? Saura-t-elle faire des déductions sur les pensées d'un autre? Pourra-t-elle discerner la tromperie? Sally, watch this. She's going to go put the marble in the basket. Are you ready? Cover it up. Okay. And then Sally's going to go out to play, like you did out in the garden. Ready? Off she goes. Okay, she's going out to play, and while she's out to play, here's Naughty Ann coming, and she's going to take the marble out of the basket. Et elle va la cacher dans une petite boîte. Is that what you wanted to happen? Go in. There we go. And then Anne's going to come over here. And do you know what's happening? Where did Sally go? She went out to play. Where's she gone? She's coming back. And she's going to come and look for her favourite marble. Where's Sally going to look for her marble now? I think she's in here. You think Sally's going to look in there? Why do you think she's going to look in there? I think she'll find it. That's where it was. Okay. Les chercheurs ont trouvé que jusqu'à l'âge de 3 ans, un enfant est incapable d'attribuer des actions, des motifs et des opinions à une autre personne. This one is called Sally. Mais à l'âge de 5 ans, le cerveau de l'enfant a développé la capacité de se mettre à la place d'une autre personne. This is Sally. Sally is coming back from playing. And Sally's going to go and look for her marble. Where is she going to look for her marble? She's gonna Where's she going to look? basket. In the basket. Okay, shall we let her look in the basket? Yep. Why did she look in the basket? Because the marble could have been there, but Yeah. it wasn't. Okay, so where is the marble? Do you remember? Yep. Yeah, okay. Well, do you want to help? It varies in different children, but generally the 4-year Cela dépend des enfants, mais généralement les 4 ans marquent un grand tournant, quand émerge cet esprit théorique très subtil. Un enfant de 3 ans aura des difficultés avec cela. Généralement, un enfant de 5 ans le maîtrise. Pour l'instant, aucun chimpanzé n'a réussi un test de reconnaissance de mensonge que passe un enfant de 5 ans. Je suppose que l'esprit théorique nous rend aussi sublimes, parce que d'un côté, nous pouvons ressentir tant de choses pour autrui. Mais en même temps, cela nous permet d'être beaucoup plus
sournois que n'importe quelle espèce sur la planète. Dans une société humaine, être compétent socialement compte vraiment. En fin de compte, être compétent socialement vous permet de l'emporter sur les autres afin d'obtenir un meilleur accès aux ressources, aux meilleurs partenaires. Et dans ces sociétés-là, il semble que le cerveau est plus important que le muscle. C'est potentiellement une force très puissante pour l'évolution, car elle entraîne une sorte de spirale ascendante. La complexité sociale engendre une intelligence sociale plus grande. L'intelligence sociale présente des problèmes encore plus grands aux individus de la génération suivante, et eux-mêmes doivent être plus complexes socialement. Des relations sociales complexes, un esprit théorique, voilà les aptitudes que nous associons aux hommes modernes. Mais comment pourrait-on exprimer ces aptitudes sans le langage? Avec le langage, nous pouvons évoquer le passé, envisager l'avenir, enseigner aux enfants, dire des secrets, manipuler les foules. Mais imaginez un monde sans langage. Au Nicaragua, en Amérique centrale. Ici, à Managua, comme dans d'autres endroits, il y a des gens qui ne possèdent quasiment pas de langage. Maria Noname, Maria sans nom. Sourde de naissance, elle a été isolée toute sa vie, tant des gens qui pourraient l'aider que de ceux qui partagent son handicap. Judy Cagle, son amie linguiste, comprend l'ampleur de son isolement. Elle communique un peu en se servant de gestes simples et rudimentaires. La première fois que je l'ai rencontrée, elle ne pouvait pas me dire qui elle était. Elle ne pouvait pas me dire son âge. Elle ne sait pas son nom. Pour me dire qui elle était, elle a dû m'emmener chez elle et me montrer des papiers et des photos de sa famille. Il fallait que nous partagions un contexte. Elle peut me dire certaines choses, je vais vous montrer. Elle peut me dire ce qui est arrivé à son père. Je l'ai interrogée sur la mort de son père et elle a dit 3. OK? 3 signifie qu'il a été abattu de 3 balles. Parce que je travaille avec d'autres signeurs sourds, je sais que son père a été abattu de 3 balles et qu'il en est mort. Mais ce 3 ne suffit pas pour me donner accès aux informations dont j'aurais eu besoin si je n'avais pas déjà eu connaissance de ce fait. Papa. Voilà ce qu'elle dit. J'avais une fille qui est partie, qui s'est mariée et elle n'est jamais revenue. J'avais un fils qui est parti et je n'ai plus eu de ses nouvelles. Je suis seule. C'est ma vie. Elle était prête pour apprendre le langage, mais malheureusement, elle n'a pas eu accès au langage à cette période cruciale. Et cette possibilité pour apprendre le langage tel que nous l'apprenons lui est désormais fermée. Cette possibilité pour apprendre le langage reste ouverte jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis elle se referme progressivement à mesure que l'on approche de la puberté. Avant les années 80, de nombreux Nicaraguayens sourds étaient comme Marie sans nom. Ils n'avaient pas eu accès au langage car ils n'avaient jamais rencontré d'autres personnes atteintes du même handicap. Mais en 1980, après la révolution sandiniste, le nouveau régime a essayé d'améliorer la vie des sourds. On a regroupé des enfants sourds de la campagne, à Managua, pour mettre fin à leur isolement. Des éducateurs ont essayé de leur apprendre un langage des signes déjà existant. Ces efforts ont échoué. Les enfants n'ont guère montré d'intérêt à apprendre un langage qui leur était imposé. À la place, ils se sont mis à communiquer entre eux, à leur manière à eux. On a fait appel à Judy Cagle pour apporter des solutions à ce problème.
Je suis arrivée en pensant que partout où il y a des sourds, il y a un langage des signes. Et bien entendu, je m'attendais à trouver un langage des signes parfaitement développé au Nicaragua. J'ai dit, je peux apprendre leur langage des signes si c'est ce que vous voulez, puis travailler avec vous pour l'enseigner. On m'a répondu, non, ils n'ont pas de langage des signes, ils ont des mimicas, des mimiques. On m'a montré un groupe d'enfants et on m'a dit, nous voulons savoir de quoi ils parlent. On s'est alors aperçu qu'ils parlaient de beaucoup plus de choses que l'on aurait pu l'imaginer. Judy Kegel était arrivée au Nicaragua peu après la naissance d'un nouveau langage. Un langage n'existe que s'il y a d'autres personnes, un groupe. Un langage a besoin de quelque chose pour être déclenché. Je crois que ce qui le déclenche, ce n'est pas tant l'existence d'un groupe très important, mais le fait d'appartenir à un groupe implique que l'on veut partager des informations avec les autres. Est-ce cela qui s'est produit il y a 50 000 ans? Est-ce cela le tournant qui a mené à l'explosion de la créativité humaine? Le langage n'a pas besoin d'une voix. Cela fait partie de notre patrimoine. Cela va nécessairement de pair avec le fait d'être un homme. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement quand le langage a évolué, quand il a ouvert la porte vers le succès phénoménal de notre espèce. Mais le langage, chaque langue, repose sur des règles strictes qui sont toutes familières. Si beaucoup d'espèces peuvent communiquer, et ce même par la voix, seules les langues humaines sont régies par des règles complexes. Chacune des 6300 langues les possède. Il s'agit de la syntaxe. Dans son isolement, Marie sans nom n'a jamais été confrontée à la syntaxe. Mais c'est courant dans le langage des enfants. La syntaxe n'est pas l'ensemble de règles que vous apprenez à l'école primaire et que vous devez mémoriser afin de parler anglais comme il faut. La syntaxe, les contraintes de la langue sont partagées par tous les êtres humains. Ce sont les contraintes qui nous sont imposées par le fait que nous partageons le même cerveau humain. Ce ne sont pas seulement des contraintes, mais aussi la capacité à hiérarchiser des informations qui nous permettent de construire des phrases originales qui n'ont jamais été dites auparavant. Cela nous permet de raconter une histoire, de prédire. Cela nous permet de mentir. Quand je possède la syntaxe, il m'est possible de communiquer pour l'amour de la communication. Là, je peux réellement me servir de la langue. Pour Richard Dawkins, les hommes les plus doués à manier l'outil qu'est le langage sont peut-être ceux qui ont prospéré. Nous ignorons quand le langage est apparu, mais dès qu'il a commencé, il a offert un environnement dans lequel les individus qui étaient les mieux équipés génétiquement pour survivre et réussir dans un environnement dominé par le langage étaient ceux qui ont eu le plus de descendants. Et chez nos ancêtres, cela a probablement conduit à une amélioration de la capacité à se servir du langage. À l'aune de l'évolution, quel était le but du langage? Était-ce pour discuter des points d'eau, des armes ou de ce qui se trouvait au sommet des montagnes? Ou bien présentait-il un autre avantage? La réponse est peut-être étonnante. Pour étudier le langage, nous avons cherché des situations dans des endroits normaux, où l'on a une conversation très informelle.